Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. C'est pas un secret, depuis la fin de l'année 2025, les budgets marketing sont de plus en plus challengés. On va chercher plus de ROI. En plus, il y a eu le IA, donc on est toujours en train de justifier nos actions, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Pourtant, il y a un sujet quand même au cœur du ROI des actions marketing qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la présentation. Les présentations, on en retrouve dans les processus commerciaux pour convertir les leads en prospects, en clients. On en retrouve dans les présentations auprès du codir, du COMEX ou de son CEO quand on doit présenter nos plans, la stratégie, les budgets. Et on a tendance un petit peu à sous-estimer cet exercice, ce qui fait que parfois on a du mal à convaincre et on a du mal aussi à justifier l'impact de nos actions. Et donc, pour voir justement comment est-ce qu'on peut faire pour mieux utiliser la présentation et être plus efficace dans cet exercice, je suis aujourd'hui avec Henri Deberny, qui est CEO cofondateur de Pressman. Bonjour Henri. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi aussi. Parce que du coup, évidemment, on bosse ensemble pour ne pas le cacher. Et puis, on a enregistré un podcast pour Pressman ensemble aussi tous les deux. Donc, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour que tu partages ton expertise. Tu sais, moi, j'adore le sujet. Mais peut-être que du coup, ceux qui écoutent ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux peut-être en introduction, s'il te plaît, te représenter? Eh ben, écoute, tu as déjà fait une intro, on va dire, résumée. Effectivement, je dirige le cabinet Pressman. Pressman, c'est un cabinet de conseil spécialisé en presse, en présentation. On ne fait que ça, et notre boulot, c'est d'aider nos clients à convaincre. Donc en fait, on a conçu une méthodologie qui est basée sur le fonctionnement du cerveau cognitif et les neurosciences et qui permet de maximiser les chances de convaincre en presse orale. Donc on va exploiter sur les prêts à enjeu, présentation commerciale, négociation stratégique en interne ou en externe, les appels d'offres, etc. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi tout le pôle design. On va concevoir des presses très poussées. On travaille pour la plupart des grands groupes mondiaux sur les prêts à enjeu. Voilà. Et puis la méthodologie qu'on a conçue, évidemment, on l'applique pour nos clients, puis on l'enseigne. Moi, je l'enseigne à HEC, et puis on l'enseigne dans pas mal de groupes à travers notre pôle formation qu'on a développé. Voilà. Très bien. Et écoute, on va parler de ça. Et du coup, pour ceux que ça intéresse aussi, les sujets de psychologie cognitive, du coup, il y a le podcast Convaincre mode d'emploi. Je mettrai le lien dans la description Exactement. qui est intéressant et qu'on anime tous les deux. Effectivement, bon, tu l'as dit, il y a le sujet stratégie, il y a le sujet design. On va parler un petit peu justement de l'importance des présentations. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les équipes marketing sous-estiment au final les présentations? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a tendance on fait la présentation rapidement avant d'aller en réunion. Enfin voilà, on n'y accorde peut-être pas l'importance qu'on devrait. Oui, et alors, bon, c'est un sujet un peu récurrent. C'est-à-dire qu'on sait bien que souvent la présentation, c'est la chose qu'on fait en dernier. Je compte plus le nombre de personnes qui me disent, «Ah oui, mais la presse, nous, on est toujours en retard». Bon, je crois que c'est universel. Et pourquoi on est en retard? Parce que c'est vraiment la dernière brique, Mmh. et qu'on travaille en fait assez peu. Et on la travaille assez peu, parce qu'il y a une croyance, qui est très ancrée, on l'a tous, hein, c'est naturel. Et cette croyance, c'est que si mon fond, c'est-à-dire que ce que je vais dire, ce que je propose, ce que je présente dans le fond est bien, est intelligent, est stratégique, est bien conçu, alors les gens seront d'accord avec moi. En clair, si ce que je dis est intelligent, si ce C'est que je logique, fais ouais. est intelligent, alors les gens trouveront ça super. Voilà. Et donc la présentation finalement, elle est très accessoire. Ce qui compte, c'est de travailler le fond, c'est de travailler ce qu'on va présenter. Quand on aura bien tout terminé, ce qu'on doit présenter, à la dernière seconde, on trouvera un moyen de le jeter sur les slides pour le présenter. C'est un peu la logique qui se passe un peu partout. Or, cette croyance, elle est totalement fausse. C'est-à-dire qu'en soi, on le sait, hein, quand on creuse un petit peu, on le sait, il suffit pas qu'une idée soit géniale pour qu'elle soit convaincante. Hein, sinon Ouais. le monde irait vachement mieux, hein. Il y aurait jamais eu d'erreur, il y aurait jamais eu de problème dans nos vies. Non, non, la vérité, c'est que la meilleure des idées, si elle est mal vendue, mal présentée, bah, elle passera pas. Et on le voit, hein, très souvent. Parfois, il y a des analyses un peu simplistes qui remportent l'adhésion, alors qu'elles sont totalement fausses. Et les vraies analyses, celles qui auraient mérité plus de détails, plus d'explications, elles sont plus dures à appréhender et donc plus dures à expliquer, et donc on n'arrive pas à les faire passer. Mmh. Et finalement, c'est les mauvaises décisions qui vont être prises et non pas les bonnes, pour une question d'acceptation et d'adhésion. Donc en fait, une idée aussi géniale, aussi intelligente, aussi brillante soit-elle, si elle n'est pas bien vendue, alors elle n'a aucun intérêt parce qu'elle ne passera pas la barrière de la présentation.
Alors j'exagère un peu quand je dis qu'elle a pas d'intérêt, mais c'est-à-dire que tout va se jouer sur la presse, en fait. À la fin, c'est un peu on-off. C'est-à-dire, oui, ça m'a convaincu ou non. Et très souvent, la décision, elle va dépendre de ça. On peut avoir travaillé pendant 6 mois, pendant 1 an, sur différents projets. Quand on arrive devant son COMEX et qu'on va aller négocier un budget, quand on va aller justifier une campagne, quand on va aller et cetera et cetera, et ben, en fait, si on n'arrive pas à convaincre, on peut mettre d'un coup un trait de plume sur tout ce qui a été fait. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permettent de te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Webmécanique, la suite de marketing automation et CRM française. Tu le sais comme moi, si tu fais du marketing, B2B, les cycles de vente, ils sont particulièrement longs entre les actions de marketing, le nurturing, l'emailing et les événements, les touchpoints commerciaux. Le funnel, il est difficile à suivre et à piloter. C'est justement ce que résout Webmécanique. C'est une alternative solide aux mastodontes américains et surtout, c'est une solution de marketing automation qui est intuitive mais complète et puissante et qui s'intègre facilement dans tes outils du quotidien, dans ta stack que tu utilises déjà, pour délivrer le bon message au bon moment par le bon canal. Et en plus, comme c'est français, forcément c'est conforme RGPD, tu gardes le contrôle sur tes données et tu peux facilement échanger avec une équipe très sympa si tu en as besoin. Bref, il y a plus de 1000 entreprises qui l'utilisent déjà, c'est la solution qu'il te faut pour améliorer le ROI de tes actions marketing et je t'invite à découvrir ce qu'ils font sur webmechanic.com, webmécanique avec un K à la fin. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Donc il y a un vrai gros sujet, lié à la presse. Un vrai enjeu de persuasion, quoi. Ouais, mais c'est vrai que tu le dis, quand tu dis que c'est le bout du process, au final, on le voit, tu vois, bah, particulièrement marketing, je le disais, un peu en introduction, mais quand on prend un process commercial, on est prêt à dépenser, des milliers d'euros, du temps dans la conception des campagnes, à investir sur de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Google, on va mettre des milliers, quand c'est pas des dizaines de milliers d'euros, en pub, en événements, bref, en SEO, sur les différents canaux. Et puis au final, derrière, une fois que le lead est passé aux commerciaux, bah, la presse commerciale, soit on va la laisser gérer par les commerciaux, soit on la donne au stagiaire qui vient d'arriver parce que c'est un de ses premiers projets pour se faire la main, ou alors maintenant, bah, on va la déléguer à une IA, on lui balance notre prompt et puis vas-y, brille quoi. Et au Mmh. final, bah, du coup, on sous-estime, alors que c'est le moment où on va se cristalliser la décision, comme tu le disais, où le commercial, il va, dans sa présentation, pouvoir essayer d'aller convaincre le prospect qu'il prend la bonne décision. Donc, si on s'intéresse un petit peu à ce sujet de la présentation commerciale, c'est quoi les principales erreurs que tu vois du coup dans la présentation commerciale? Bah, alors, déjà, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et qui va nous permettre justement de parler de ça. Mmh. Tu dis, quels sont les principaux, problèmes? Et juste avant, tu viens de parler du fait des analyses qu'on peut faire, marketing. Mmh. Il y a un truc qui est assez, marquant. Heu, Tout le monde analyse, son coût, d'acquisition, selon, tel canal ou tel autre canal marketing. Mmh. On met des KPI sur tout en marketing, pour tout analyser, tout calculer. Bah, je suis à peu près certain que ceux qui nous écoutent ne mettent pas de KPIs sur l'efficacité d'une presse. Alors on peut faire, le taux de closing, mais on fait pas le si j'utilise présentation 1 ou présentation 2, laquelle a le meilleur taux de succès? Ouais, ça c'est des AB Alors tests qu'on va faire sur des landing pages, qu'on va faire on le sur fait des surtout. emails, sur l'objet de l'email et tout, mais c'est vrai que AB tester une présentation, personne ne le fait, quoi. Et ben ouais, alors qu'en Ouais. fait, ça devrait être vital parce que finalement, c'est bien d'avoir investi beaucoup d'argent au début pour aller trouver un deal, par exemple, Mmh. pour aller trouver un lead. C'est bien, on a investi beaucoup d'argent, on a trouvé un lead. On arrive, face à ce lead et on se plante parce que Ouais. la presse n'a pas été efficace. Bah, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et ça veut dire qu'on met à la poubelle tout l'investissement qui a été fait précédemment. Mmh. La presse, c'est le moment qui va concrétiser, ou non, tout l'investissement précédent. Donc il faut le traiter comme le reste de la chaîne, en fait. Mmh. Pas plus, mais pas moins. Et donc bah, il faut aussi des KPI là-dessus. Si je voulais revenir sur quel est le premier problème des presses commerciales, ça serait ça. Dire qu'il y a pas Ouais. de c'est qu'il y a pas de KPIs, pour le suivre et donc pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Bon, Mmh. heu, alors ça, c'est plus général. Maintenant, si on rentre sur la presse en elle-même, on pourrait distinguer, on va dire, deux typologies de problèmes, heu, qui reviennent fréquemment, on va dire. Il y a le problème, de typologie de presse et puis le problème de structure. Alors typologie de presse, heu, on croit souvent qu'une présentation, c'est un PowerPoint. PowerPoint ou Ouais. Google Slide ou, Canva ou je ne sais quel autre logiciel, peu importe. Mais en fait, une présentation, c'est pas ça. Une présentation, c'est quelqu'un qui parle. C'est ça une presse. Mmh mh. Et quand il parle, il peut, s'il le souhaite, soutenir son discours d'un support. Support qui peut être
un produit directement, comme montrer une voiture quand on lance un nouveau véhicule, on peut faire venir Mmh. la voiture sur la scène, par exemple. Ce support peut aussi être les slides, effectivement. Mais déjà, c'est pas obligatoire. On peut très bien faire une présentation sans support. Mmh. Et quand on le fait, il va falloir que ce support il soutienne la présentation et donc le discours. Ouais. Alors, est-ce que c'est utile de faire un support? Je passe le suspense. La réponse est oui. Ça augmente très fortement la capacité de compréhension, de rétention. C'est quasiment plus 80%. La capacité de persuasion, c'est plus 43%. Bon, avoir un support quand on veut convaincre, ok, c'est très bien. Mais il faut pas oublier que la présentation, c'est ce qu'on dit, c'est le discours. Et le support ne fait que soutenir ce que l'on dit. Or, la quasi-totalité des presses commerciales qu'on voit, c'est en fait des espèces de plaquettes commerciales. Ce sont Ouais. des documents qui sont faits pour être lus. Ce sont des slides autoportantes. Voilà, et on jette des slides et quelqu'un les commente à l'oral. Voilà, donc finalement, la presse, c'est des Mmh. tableaux de slides, et il y a un commentateur à côté pour essayer de commenter les slides. Il va soit lire ce qui est écrit, soit il se rend compte que lire ce qui est écrit sur les slides, c'est pas terrible, donc il va compenser à l'oral en disant autre chose. Enfin, dans les deux cas, on a quand même un gros problème, c'est qu'on a d'un côté un document qui est fait pour être lu, qui est projeté, et de l'autre Ouais. côté quelqu'un qui parle. Donc soit on l'écoute et on peut pas lire, soit on lit et on peut pas l'écouter. Enfin, bref, on n'est plus du tout dans l'efficacité de la presse, qui est l'association d'un discours oral avec un support, et on est dans l'erreur fatale qu'on voit souvent de la slide prompteur ou de la slide qu'on compense, où on se dit qu'on aurait mieux fait de nous envoyer la presse par mail avant. Bah, c'est de là que ça vient souvent. Eh C'est on a le bien, truc, «Ah bah, oui, vous pouvez m'envoyer la presse», bon, bah, d'accord, bah, du coup, je vais faire une presse que je peux que envoyer, je peux quoi. envoyer. Et bah oui, mais c'est l'erreur habituelle. Mais d'ailleurs, mais tout le monde on l'a en tête, hein. Quand on te dit envoie-moi la presse, tout le monde entend envoie-moi un PowerPoint. Oui, c'est ça, c'est Voilà. clair, c'est clair. Et voilà. Alors qu'une presse, c'est pas ça. Une presse, c'est un discours. Voilà. Donc nous, pour petitiller mes clients, c'est pour les embêter qu'autre chose, parce qu'on a les mêmes travers, hein, que tout le monde. Mais c'est ce que je leur dis, c'est on peut pas envoyer une presse. Un discours, ça s'envoie pas par mail. Ça marche Ouais. pas. Ou alors, faut faire une vidéo enregistrée. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, si votre support, vous pouvez l'envoyer par mail, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas un support de presse orale. Ouais. Voilà. Donc ça, Oui, on va après, dire on que peut faire un ça, c'est document le, envoyé par mail, mais c'est pas le même, quoi. Mmh. ah bah c'est pas le même. Dans ce cas-là, Mmh. c'est très utile d'envoyer quelque chose par mail, hein, attention. Mais c'est plus une présentation. Ouais, C'est une plaquette. C'est un ouais. document présentatif qu'on peut très bien faire avec PowerPoint, Google Slides ou les autres logiciels de presse, hein. Mmh. Si c'est pratique de le faire avec un logiciel de presse, c'est très bien. Mais c'est plus un support de presse oral. Ouais. Il faut vraiment deux choses distinctes. Et ça, donc c'est le premier problème qu'on voit en presse commerciale. C'est qu'il y a Mmh une mh. erreur de support, quoi. OK. De logique. Et puis après, il y a le deuxième, c'est que ça suffit pas de dire je vais faire un discours. Encore faut-il que ce discours il soit commercial, Ouais. c'est-à-dire qu'il soit là pour vendre. Et là, c'est le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup de problèmes, c'est que les gens pensent que présenter, ça veut dire donner de l'information. Et donc, puisqu'on se présente, on donne Mmh de mh. l'information sur nous. Ouais. Donc finalement, si je résume la manière dont on perçoit la presse, c'est je dois me présenter et présenter ce que je propose. Donc je vais parler de moi et de ce que je propose. Mmh mh. Sauf que, quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, ça va pas se passer comme ça, en fait. Ouais. Si on veut avoir une chance, de pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un, encore faut-il qu'il en ait besoin. Voilà. S'il n'a pas besoin de ce qu'on propose, il l'achètera pas. Ouais. Et inversement, plus il en a besoin et plus il a des chances de l'acheter. Ouais. Donc ça veut dire que quand on est dans le cadre d'une presse commerciale, on a, si on veut le résumer, on a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de lui montrer qu'il a extrêmement besoin, lui, et de manière pressante, de ce dont on va parler. Mmh mh. Et une fois qu'il est d'accord et raccord avec nous, qu'il a extrêmement besoin de ça, ça et ça, il faut lui montrer que justement, c'est exactement ce qu'on propose et qu'on le fait mieux que les autres. Ça veut dire que, Ouais. je vais repositionner le besoin avec lui, en lui montrant, en fait, dans le fond, vous avez exprimé ceci, vous avez exprimé cela, mais dans le fond, en fait, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est ça, ça et ça. Vous ne pouvez pas l'atteindre parce que, il vous faudrait ça, ça et ça. Mmh mh. Et justement, c'est exactement ce que je fais et je suis le meilleur pour le faire. Et je vais montrer que moi, je le fais et que c'est tellement précis ce que je fais que, au final, il n'y a pas d'autres offres qui correspondent aussi bien aux besoins. Et donc, une présentation commerciale, elle est structurée comme ça. Et une fois qu'on a démontré qu'on pouvait répondre aux besoins,
et que vraiment tu ceux qui y répondaient le mieux, la personne, elle va se dire: «Mais attendez, est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous êtes des gens solides?» et cetera. Et Mmh. là, à ce moment-là, on va pouvoir parler de nous et on va pouvoir dire: «Bah oui, on est crédible et solide parce qu'on existe depuis tant de temps, parce qu'on a X salariés, parce qu'on est présent dans le monde entier, parce que» et cetera et cetera. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'on va commencer à parler vraiment de nous, qu'à la toute fin, comme élément de preuve. Ouais. Or, si je reprends, toujours les presses commerciales, hein, outre le fait qu'on fait des documents de lecture et non pas des supports de présentation orale, le deuxième problème, c'est que c'est: «Bonjour, je suis très fort» et alors généralement c'est: «Bonjour, je suis très fort, je suis Mouais. présent partout, j'ai des valeurs». Alors là, on est très fiers d'écrire ces valeurs. Mmh mh. Ça sert à rien dans une presse commerciale, tout le monde s'en fout complètement, hein, vous vous en doutez, Ouais. hein. C'est jamais les valeurs de l'entreprise qui est en face de vous qui vous a convaincu d'acheter un service, hein. Ouais. Bah, si c'est vrai pour vous, c'est vrai aussi pour votre cible. Mais bon, On voilà, y on se va. sent obligé de Bah, les c'est on a travaillé sur les valeurs, hein, quand même, donc mais ah oui, on a travaillé sur les valeurs, puis on a fait des réunions, COMEX à en plus finir pour valider chaque mot. À la fin, plus personne Ouais. comprend la phrase parce qu'elle est tellement compliquée qu'il faut une analyse pour comprendre, la valeur. Bon, tout le monde s'en fiche. Puis on a expliqué qu'on était inclusif, qu'on était ceci, comme tout le monde. Voilà, parce que tout le monde, évidemment, les Mmh. valeurs, c'est les mêmes, hein, d'une boîte à l'autre, hein, évidemment. Donc ça change rien, en fait. Ouais. Bon, donc voilà, on dit: «On est très fort, on est, inclusif, on a des valeurs, on a des piliers», alors ça, on aime bien aussi. Ouais. Et puis, une fois qu'on a dit, tout ça, on commence à dire: «Alors on a une offre». Voilà. On a une, plusieurs offres, plusieurs services et puis, regardez comment on a plein de références. Voilà, donc en fait, ce sont des plaquettes corporate Ouais. dans quasiment tous les cas quand on fait une presse commerciale. Mmh. Or, une plaquette corporate dont le boulot est de valoriser, une société sur son marché, bah, ça n'a rien à voir avec une presse Une commerciale. passe comme ça. OK. Une plaquette corporate, c'est une plaquette et c'est là pour se valoriser. Une presse commerciale, c'est un discours oral pour aller convaincre des gens. C'est une vraie OK. presse orale. Voilà. Et ouais, non, mais c'est vrai que enfin, c'est vachement important parce que la distinction et parce que c'est des erreurs, en fait, qu'on fait tous, hein. On rigole en disant Ah, effectivement, bien les sûr. valeurs, les machins, mais en fait, moi, je l'ai fait aussi. Ah mais on naturellement, on aura tous tendance à les faire. C'est ça, Ouais, c'est clair. je disais tout à l'heure, nous on n'est pas mieux que les autres, c'est que si on ne fait pas attention, naturellement on fait pareil. Mmh. C'est du Et tu vois, c'est réflexe. vrai que donc là, ça, c'est les on va venir après sur comment est-ce qu'on fait, mais tu vois, je voulais aborder l'autre problème parce que c'est vrai que je l'ai dit un petit peu dans un des problèmes aussi des dans la façon dont au market, nous, on utilise les présentations. Tu vois, je refais le lien avec le presse commercial par rapport au ROI, mais c'est des sujets sur lesquels on est toujours challengé au marketing, d'autant plus en fin d'année, là, avec les IA, les trucs comme ça, où en plus, on a eu l'impression que c'était encore plus facile de faire beaucoup plus, et de tout, avec, moins de personnes, et moins de budget parce que bon, évidemment, le contexte économique étant ce qu'il est. On n'a jamais été autant challengé. Tu vois, dans la communauté, on en a parlé en fin d'année. Moi, je pense qu'il y a rarement eu autant de personnes qui m'ont dit que les budgets, ils étaient soit ISO par rapport à 2025, soit en baisse. Mais par contre, les objectifs de ROI, ils sont toujours en hausse, quoi. Oui, ça. Donc voilà. Mais ça, en fait, et d'ailleurs, c'est pas aussi pour rien il y a un turnover qui est important chez les marketeurs parce qu'il y a ce décalage en fait entre les attentes qu'on va avoir du marketing et puis la façon de ce qu'on est capable de vraiment délivrer, l'impact qu'on a d'avoir entre les attentes du CEO, du Comex et puis les Eh CMO. oui. Et en fait, il y a un problème de compréhension de la valeur du marketing et je pense que ça vient aussi de cette façon enfin, en partie de la présentation, dans la façon nous on a de présenter nos résultats et d'interagir en fait avec le Comex ou le CEO ou le codir, peu importe. Mmh. Parce que bah, tu vois, je le voyais avec une agence avec qui on travaillait sur Google Ads, par exemple, où quand on se voit, faisait le point et puis qu'ils devaient parler de leur performance, ils commençaient par me faire la liste à la Prévert de tous les KPI qui ont bougé. Mais du coup, on rentrait dans du coût par clic, des pourcentages, d'une évolution de plus 2% du CTR, et en fait, bah, du coup, naturellement, enfin, moi, je m'en fichais, hein, je pilote l'agence, ce qu'on voulait, c'était du ROI, et des deals, qui étaient ouverts. Moi, je voulais qu'on parle de ça, quoi. Mais parce que du coup, tu présentes ces KPI-là, bah, on vient de dire, bah, pourquoi il a bougé? Ah, mais en fait, je sais pas, parce que c'est l'algo, et puis c'est des variations qui sont inhérentes d'une semaine à l'autre, et Oui. puis, bah, en fait, pourquoi tu me l'as présenté, tu vois? C'est comme nous, si on rentrait dans toutes les campagnes email en disant, bah, effectivement, là, le taux par clic, enfin, le taux d'ouverture ou le taux de clic, il a bougé de temps, et pourquoi? Bah, en fait, Apple, on le sait, on peut pas se fier au taux de clic dessus. Pourquoi tu m'en parles, en fait? Puis après, on vient dire, ah bah mon CEO, il me challenge sur le taux d'ouverture de l'email, c'est chiant, c'est du micromanagement. Ouais, mais c'est parce que tu as présenté l'information comme ça aussi. Donc du coup, enfin, bref, j'ai fait un peu un truc un peu fleuve et puis je te pose la question en ayant pointé du doigt un peu les problèmes. Mais tu vois, dans un contexte de reporting interne et de présentation codir Comex CEO, c'est quoi aussi, pareil, un peu les écueils de ce côté-là? Ouais. Bah, écoute,
Ça va bien avec ta question d'avant Ouais. parce que, ça va me permettre de faire le lien aussi. Heu, Premièrement, le but d'une présentation, heu, c'est de convaincre. On Mmh. ne présente pas pour informer, on présente pour atteindre un résultat. Le résultat, ça peut être un accord, une acceptation, une validation, un rejet, et cetera. Mais on attend quelque chose, un résultat. Et quand, on va faire un reporting marketing, eh bien, c'est exactement la même chose. On n'est pas là pour informer des résultats qu'on a pu obtenir. En fait, on est là, par exemple, pour valoriser ce qu'on a obtenu, pour, aller chercher du budget supplémentaire, pour, justifier, une action, et cetera. On est là pour obtenir quelque chose. On a une cible et un objectif en tête. Et on doit avoir une cible et un objectif en tête. Parfois, il y en a pas dans la presse et c'est pour ça qu'on tombe dans l'informatif. Hein. Donc il en faut un. Et s'il en faut un, eh ben, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une presse commerciale. On est en train de vendre quelque chose. Et donc l'acte par lequel le marketing se présente et se valorise, bah, c'est un acte de vente. Et ça veut dire qu'on doit penser cette présentation comme une présentation commerciale. Il y a un objectif. Face à cet objectif, il y a un besoin, une nécessité. On doit monter le besoin, montrer pourquoi on en a réellement besoin, venir le résoudre, apporter la meilleure des solutions et la prouver. Exactement comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, dans le reporting, ça va être strictement la même chose. Ça va nous éviter de rentrer dans l'informatif, parce que l'informatif, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait qu'on va empiler des KPIs. Ouais. C'est exactement ce que tu disais. Voici le chiffre, voici ceci, voici cela. Très souvent, on va même avoir du mal à les expliquer en détail. Mmh. Et face à nous, on va avoir une population de gens qui maîtrisent moins bien que nous ces KPIs, a priori, hein. Généralement, au COMEX, ça peut plutôt être le service marketing qui connaît le mieux ces KPIs et ce Ouais. qu'ils impliquent. Heu et donc on va être face à des gens qui comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière ou qui ne comprennent pas, l'impact qu'il y a derrière. Ouais. Et un chiffre qui peut vous paraître incroyablement bon ou incroyablement mauvais, pour eux, va pas avoir le même impact parce qu'ils ne comprennent pas précisément ce qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que ça implique vraiment? Est-ce que ça change réellement? Donc puisqu'on est là pour leur parler à eux et non pas pour faire de l'information, qu'on est là pour leur vendre quelque chose à eux, il faut leur vendre quelque chose dont ils ont besoin et donc qu'ils peuvent comprendre. Ce qui veut dire qu'on va pas leur donner des KPIs génériques, du type effectivement oui, j'ai, X de taux, de clics sur telle typologie de produit, qui baisse. Mmh. Ça veut rien dire pour eux. En revanche, leur dire: «Bah, la stratégie globale, c'est ça et quand on la pousse à fond, on vend davantage et regardez, ça fait tant de chiffre d'affaires supplémentaire Mmh. sur tel service, sur tel secteur. En revanche, quand on le fait pas, regardez, on a baissé de X à tel autre endroit». Bah là, OK, on vient chercher une validation sur le fait que la stratégie qu'on a mis en place est bonne et ils vont nous dire: «Oui, allez-y, continuez». Ouais. Parce qu'on leur donne des choses qu'ils sont capables d'absorber, en fait. Ça, Oui. c'est un principe de base enfin, en communication de manière générale et donc en presse qui est un exercice de communication. C'est-à-dire qu'on est là pour leur vendre quelque chose et encore faut-il qu'ils puissent comprendre ce qu'on dit. Sinon, ça n'a aucun Mmh. intérêt. Même quand c'est, au final, c'est ce que tu me disais un peu aussi, par ailleurs, c'est que c'est même quand en fait on doit choisir, le but c'est de présenter 3 options, soit de toute façon on en a une préférée et puis effectivement, le but c'est d'expliquer pourquoi c'est la préférée et puis si c'est égal entre les 3 et puis que, bah, du coup on doit les aider à décider, bah, c'est expliquer pourquoi ces 3 options-là sont intéressantes et que, bah, enfin, voilà encore une fois, en fait même quand c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait même quand c'est pas aller chercher, convaincre autour d'une décision Ah oui, non, à non. valider, ça reste une prise de décision et Exactement, ça reste une une presse vente. commerciale. Mmh. Ça reste une vente et je pourrais ajouter que dans la presse commerciale, on l'a un peu dit, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais il y a une phase de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où on montre à la personne pourquoi elle a besoin, ce dont on va parler. Ça, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on part de sa compréhension pour, venir vers la manière dont nous, on veut qu'elle comprenne les choses. Mmh. C'est déjà une part de pédagogie et puis après, une fois qu'on a fait ça, on va montrer que ce que nous on propose, match parfaitement avec ce besoin. Et donc là aussi, on rentre dans une autre phase de pédagogie. Et quand on fait ce type de présentation-là, bah, on est toujours dans le cadre d'une presse commerciale où il va y avoir une grosse phase de pédagogie. Mais on n'est plus du tout dans de l'informatif. Le vrai problème, si on devait vraiment le simplifier, c'est quel objectif, posez-vous cette question-là, hein, quel objectif je me suis fixé, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux atteindre à la fin de cette presse. Bah, Je viens pas pour présenter mes KPIs, je viens pour atteindre un objectif. Quel est cet objectif? Et vous construisez toute votre presse autour de cet objectif.
Déjà, là, vous allez sortir de la presse informative et donc vous allez pouvoir obtenir des choses. Évidemment, si on cible rien, on n'obtient rien. Justement, tu vois, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'allais Ah, dire maintenant qu'on a parlé pas mal des problèmes, comment est-ce qu'on aborde l'exercice du coup de la bonne façon, tu vois, ah, pour être plus ah bah convaincant? oui, effectivement, ouais, ouais, effectivement. Bah, du coup, premier des points, c'est celui que je C'est viens de donner. définir son objectif quoi, identifier Voilà, l'objectif de la présentation. identifier l'objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux atteindre? Voilà. Mmh. Qu'est-ce que je veux atteindre? Ça, c'est l'objectif. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'est-ce que je propose? C'est bien d'avoir un objectif, mais Mmh. qu'est-ce que je propose? Quand on est dans une presse commerciale, basique, c'est-à-dire, bonjour, je viens vendre un produit à un prospect, produit ou un service. Bah, c'est quoi mon service? C'est quoi mon produit? Et Ouais, c'est quand quoi je la dis proposition de valeur du coup? voilà, Ouais. c'est quoi la quelle est la proposition de valeur? Mais attention, cette proposition de valeur, c'est trop facile de dire, «Bon, bah, c'est bon, j'ai une proposition de valeur». Mmh. Je peux garantir, à nous, dans les presses commerciales qu'on accompagne, dans plus de 90 des cas, en fait, la proposition de valeur, elle est pas fiable. Et même sur des très, très, très grands groupes qui sont censés, connaître par cœur ce qu'ils vendent. Mmh. En fait, heu on doit avoir une proposition qui est différenciante, donc je suis le seul à pouvoir faire cette proposition Ouais. et qui apporte une vraie valeur à ma cible. Donc c'est une promesse que je fais à ma cible, c'est pas descriptif de moi-même, c'est: «Voilà moi ce que je vous propose et je suis le seul à pouvoir vous le proposer». C'est une promesse faite à une cible différenciante que je suis le seul à pouvoir proposer. Voilà. Si c'est pas ça, de manière très claire, alors, on peut arrêter, ça sert à rien d'aller plus loin. Mmh. Une fois qu'on a ce que moi je propose, il faut se demander à quoi ça répond, à quel objectif, enfin à quel problème, enjeu ou besoin ça répond, ce que moi je propose. Mmh. Et après ça va être le deuxième sujet, ça va être poser le besoin de fond. Une fois que j'ai ce besoin de fond et cette solution, j'ai donc le besoin réel et la solution qui y répond parfaitement. Je dois essayer de faire en sorte que les 2 soient parfaitement concordants. Ça veut dire que, heu heu, mon problème, il est très précis, Mmh. tellement précis que la seule solution qui peut y répondre, c'est la mienne. Voilà. Autrement dit, si j'ai un besoin qui doit correspondre à 4 ou 5 critères et que moi j'ai justement la solution qui a les 4 ou 5 critères, bah, globalement, toutes les autres solutions ne fonctionneront plus. Il y a que la mienne qui marche. Voilà. Plus je suis précis et plus je suis le seul à pouvoir y répondre. Ouais. Donc ça, ce besoin, solution, concordance entre les 2, ce qu'on appelle le cœur de presse. C'est le noyau. OK. Si vous avez ça, vous avez déjà, vous êtes déjà très bien parti. Parce qu'en fait après, la présentation elle se construit autour. Première étape, c'est comment je conduis les gens de là où ils sont vers le problème que j'ai identifié. Donc au Ouais. début, ils ont pas forcément ce problème-là en tête, mais ils doivent l'avoir à la fin de cette première étape. Ouais. Et puis une fois que c'est fait, bah, après j'ai plus qu'à expliquer de manière pédagogique ce que moi je propose. Et là, ils constateront par eux-mêmes que, c'est, parfaitement concordant avec ce qu'on propose. OK. Voilà. Donc je ne rentre pas dans le détail plus là, parce qu'il y a tout un tas de manières de le faire. Ce qui est difficile, c'est comment je le fais, Mmh. avec quel principe, avec quelle, tactique, quel, fonctionnement du cerveau je vais utiliser selon les cas. Et tout ça, bah, j'invite, comme toi tu l'as fait tout à l'heure, à aller voir le podcast Mmh. sur convaincre monde d'emploi, on rentre plus en détail. Mais là, aujourd'hui déjà, je pense que si tout le monde se disait: «C'est quoi la promesse que je fais que je suis le seul à pouvoir faire? En quoi c'est un réel intérêt, un avantage, ça répond à un besoin profond? Et si je détaille ce besoin, comment moi je réponds parfaitement? C'est quoi la concordance entre les 2. OK. Si j'ai ça, alors j'ai le cœur de presse et à partir de là, je construis un argumentaire au début pour venir poser le problème, s'assurer que la personne elle soit d'accord avec nous sur le fait que ce problème est bien son problème. Et après, je fais de la pédagogie pour expliquer que ce que moi je fais et la personne par elle-même, notre cible, par elle-même, se rendra compte que ce qu'on propose correspond parfaitement au problème qu'on avait identifié. Ouais, Et si on après, devait je donne des exemples de preuves. schématiser un petit peu vulgairement, c'est ça, c'est qu'en gros, tu as défini ta proposition de valeur et du coup, le besoin, auquel ça répond et donc en fait, l'enjeu du début de la presse par rapport à ce que tu disais, c'est pas de raconter qui on est, c'est d'essayer de faire en sorte que la personne soit d'accord avec nous sur son besoin. Exactement. C'est ça et donc c'est en gros de dire: «Ah ben, au quotidien, vous constatez qu'il y a tel problème et puis vous constatez qu'il y a tel problème et puis vous constatez qu'il y a tel problème et puis en fait, bah, ce problème 1 et ce problème 2, bah, en fait, ça veut dire qu'il y a ça qui marche pas et puis ce problème 3, ça veut dire qu'il y a ça qui marche pas et donc en fait, ce qui marche pas là et ce qui marche pas là et ben, en fait, c'est parce que ça va pas, quoi. On est Oui, d'accord là-dessus. OK, ça c'est bon et ben, ça tombe bien, en fait, ce dont vous auriez besoin pour résoudre ça, c'est un truc qui fait ça, 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 ça.
ah bah ça c'est ce que nous on fait, et puis c'est là qu'après tu vas rentrer en disant voici comment on le fait, on l'a déjà fait avec un tel, et puis voici pourquoi vous devez nous croire, parce qu'en fait on a tant de clients, tant de machins, tant de trucs, et puis voilà quoi. En gros c'est un peu ça le schéma, Ah oui, oui, le schéma, c'est grossièrement ça. quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Grossièrement, c'est ça le schéma. Après, tout l'enjeu, c'est de réussir à bien le faire. C'est là, Ouais. bon, bah, après ça s'apprend, ça se perfectionne, Oui, si c'était si mais voilà. simple, tout Non, le monde non, le bah, ferait. toi, nos consultants, c'est souvent des consultants, seniors, qui ont grosse expérience avant, Ouais, à des postes importants, et ils mettent 6 mois à 1 an à maîtriser la méthode complètement. Quand ils ouais. l'appliquent, voilà, pour le faire bien, on va dire. Mais Mmh. déjà, entre ne pas le faire du tout Oui, et puis le faire faire très parfaitement, il y bien, a un il y a il y monde. a il y a Ouais. il y a ouais, il y a déjà un monde entre les 2. Déjà, quand on commence à essayer de le faire, on commence à être dans la bonne direction. Heu, il faut pas juste se dire: «Oui, c'est bon, je parle d'un besoin et je réponds à une solution». Parce que tout le monde se dit ça, hein, et Mmh. tout le monde dit: «Oui, j'y pense à faire ça». Il faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner cœur de presse et 2 phases. Ce que tu as décrit, hein, la première étape qui conduit à un besoin et la deuxième étape qui, vient démontrer qu'on y répond, nous, ça a un nom, on appelle ça la phase neutre et la phase engagée. OK. Pour des raisons, c'est que la phase neutre, en fait, on va jamais créer d'objection avec notre cible, on va jamais donner, d'informations non prouvées, et on va jamais rien proposer jusque-là. Donc en fait, on ne se met pas en opposition à la cible, et comme on propose rien, elle a pas encore besoin de juger si elle est d'accord ou pas. Donc on Ouais. utilise ce moment où elle a une certaine plasticité, neuronale, on va dire ça comme ça, qui fait qu'on va pouvoir progressivement construire avec des systèmes, d'effets cliqués et autres, Mmh. la manière de représenter le problème. Et après, la phase engagée, c'est le moment où on va annoncer là ce que nous on propose, mais on le fait dans un cadre qui a été défini. C'est le framing effect, pareil, j'entre pas là-dedans Mmh. ici, mais on va proposer ça dans un cadre qui correspond parfaitement à ce que la personne attend. Ce qu'on a dit Donc avant, ouais. voilà. Mais donc, si on retient ça, c'est cœur de presse et 2 phases. Déjà, on fait un gros pas En en avant. avant, ouais. Et puis après, si on veut se perfectionner plus, bah, appelez-nous, Ouais. on donne des formations, on peut le faire pour vous, enfin voilà. Mais Mais ce qui déjà, est c'est une bonne évolution. ce qui est intéressant par rapport à ça, et on le voit, c'est qu'au final, tu encore pas ouvert PowerPoint, ou Canva ou Google Slide ou Keynote, tu vois? C'est qu'au final, là, tu es dans le process, tu as construit ton plan, tu as sélectionné tes arguments, tu as organisé ce truc-là. Ça te permet de rédiger ton discours, et puis du coup, c'est là que enfin, c'est à ce moment-là, après, que tu vas rentrer dans le logiciel pour le mettre en forme, quoi. Oui, alors il y a même une étape entre les 2. Nous quand on travaille, on a plusieurs phases, hein, mais première étape, on pose une stratégie. Ouais. Hein, donc là, Oui, ça, c'est ce que tu nous as décrit, ouais. voilà, c'est les éléments de base, mais ça qu'on va Mmh. vraiment creuser, vraiment en détail. Ça suffit pas de dire, j'ai une promesse différenciante. En fait, il faut aller regarder quelles sont les vraies différenciations qui ont un enjeu réel et qui vont pouvoir nous faire basculer l'offre, pour nous plutôt qu'un concurrent. Bon, Mmh. donc on va creuser ça vraiment. Donc ça, c'est la stratégie. Sur la base de stratégie, effectivement, après, on va pouvoir construire un argumentaire. Ça, c'est le Ouais. discours. Bon, chez nous, ça se note sous forme de mind mapping, détaillé, mais bon, peu importe, on crée un discours, quoi, un Mmh. argumentaire. Une fois qu'on a cet argumentaire, on a la presse, puisqu'une presse, c'est un discours. Ouais. Mais on l'a dit, c'est aussi bien de pouvoir soutenir ce discours d'un support, ça augmente nos chances. Donc c'est ce qu'on Ouais. va faire. Et donc avant même de commencer à raisonner PowerPoint et cetera, là, on peut le faire sur PowerPoint si on veut, on peut aussi le faire sur papier, hein, Ouais. peu importe, ça nous arrive de le faire sur papier. On va se demander: «Qu'est-ce que j'aurais besoin d'avoir à l'écran au moment où je dis ça?» C'est-à-dire que j'ai un discours qui est un flux, en fait, avec, un début et une fin, et Mmh. pendant que je vais avoir ce flux, il va falloir que j'ai un flux visuel aussi, qui suive ce OK. que je dis. Et donc, qu'est-ce que je veux comme flux visuel qui va me venir représenter ce que je dis? On va, essayer de le représenter de manière, schématique, simple. On va pas perdre de temps Ouais. à faire du design ou quoi que ce soit. On essaye, comme un storyboard, quoi. Avant de faire un film, on Ouais. fait le storyboard. C'est exactement la même idée. Là, on va faire la maquette. Voilà. OK. Pourquoi? Bah, parce qu'on va souvent avoir besoin de modifier, de changer, et on s'entraîne avec. OK. Jusqu'à ce qu'à la fin, on ait vraiment un discours qui fonctionne parfaitement en symbiose avec le support. OK. Nous, on fait comme ça, hein. Nous, on enregistre le discours par-dessus le support. OK. Voilà. Et une fois que ce support, il est nickel, cette maquette, elle est nickel, alors à ce moment-là, on va pouvoir vraiment ouvrir PowerPoint si on l'avait fait sur papier avant, et Ouais. on va pouvoir commencer à faire réellement ces slides en version jolie. OK. Le joli, c'est pas accessoire. J'en profite pour le glisser là, puisque Ouais. je parle à des marketeurs, c'est plus facile. Ouais. Mais le design, c'est le packaging. Ouais. Voilà. Et c'est exactement la même chose. C'est le packaging de vos idées. Ça veut dire que vous pouvez avoir le meilleur argumentaire du monde, s'il est moche, on va pas l'acheter.
Ouais, Vous parlez le meilleur produit du monde. Si le packaging ne fait pas confiance, vous achèterez pas. Donc, ouais, il faut un packaging qui touche la cible que je cherche à toucher. Et là, vous le savez aussi, quand on veut toucher une cible un peu plus bio et autres, bah, on va faire des packaging un peu carton, un peu de ouais, plastique, etc. Quand on veut toucher des enfants, on fait des trucs très colorés. Bon, ça veut dire qu'on fait des designs adaptés à la cible. On cherche pas à ouais. faire le plus beau à chaque fois forcément. On cherche à faire le plus efficace. Donc, c'est aussi une question qu'on se pose, c'est quelle est ma cible? Quel type de design je vais devoir faire? Et je vais devoir faire un design qui soit adapté aux attentes de ma cible. Ouais, En clair, quand vous faites une presse événementielle de lancement de produits et que vous appelez Hermès ou Rolex, bah là, vous avez intérêt à mettre un design qui envoie, et très luxueux. ouais. Alors que quand vous allez faire des présentations chiffrées de l'évolution des marchés de l'acier, parce que vous vous appelez ArcelorMittal, Mmh. bah là, si vous faites trop des slides marketing, vous allez faire peur aux gens qui vous écoutent. Ouais. Parce qu'ils Mais s'attendent pas à ça et ça les inquiète. et tu vois, c'est vachement intéressant cette phase de maquettage. Moi, c'est un truc dont j'avais pas conscience, dans la préparation et tu avais dit un truc une fois, enfin, quand on en avait parlé en dehors de c'est l'adaptation du film, enfin du livre au cinéma quoi, où en fait il y a des choses qui C'est sont exactement dites ça. dans ce que les personnages disent, et puis il y a des choses qui sont montrées à l'écran. Et en fait, quand c'est un peu pareil quand on fait le discours et qu'on va faire les maquettes, c'est qu'en fait il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ont besoin d'être montrées, et les deux sont complémentaires pour qu'on comprenne le schéma global quoi. Et c'est pas en fait on va mettre nos idées principales en bullet point sur la slide Mais parce non. que bah là on finit par lire quoi et ça marche pas. Et quand on Et adapte ouais, un et livre au alors, cinéma, c'est ça, on fait la différence entre les deux quoi. exactement. En fait, si tu veux, à la fin, ça ne doit être qu'un seul flux. En fait, on Mmh. ne peut pas avoir deux canaux d'information en même temps. On Ouais, sait je pas connais bien. faire, nous, êtres humains, on sait pas suivre à la télé et la radio en même temps. Mmh. Donc, il faut que ce soit un seul et même flux. Dans une vidéo, c'est exactement le cas. Tu as effectivement le son, tu as l'image, et les deux ne forment qu'un. Et en présentation, donc c'est la même chose, avec un point qui est important. Toi, tu viens de dire les bullet points. Je fais une toute petite digression là-dessus. Mmh. Euh, euh, Si tu affiches quelque chose sur une slide, donc une information, Ouais. ça veut dire que la personne, elle le voit tout de suite au moment où ça s'affiche, Ouais. avant même que tu aies commencé à l'expliquer ou en parler. Mmh mh. Donc ça veut dire que tu as, on appelle ça le premature effect, c'est-à-dire que Ouais. on te donne de l'info avant même que toi, tu aies donné l'argumentaire qui permet de comprendre cette info. Ouais. Ça peut être un schéma, ça peut être un graphe, ça peut être des bullet points, peu importe. Spoiler, quoi. Ouais. Voilà. Mais si on met un graphe explicatif qu'on Mmh. balance et que après nous on va l'expliquer à l'oral, en fait pendant qu'on essaie de l'expliquer à l'oral, les personnes elles sont déjà en train d'analyser et d'essayer de le comprendre. Et elles vont arriver à leurs propres conclusions avant même que nous on ait essayé de leur montrer la nôtre. Ouais. Donc en fait on va se foutre nous-mêmes des bâtons dans les roues parce qu'une fois qu'ils sont arrivés à leurs propres conclusions par eux-mêmes, leur expliquer qu'ils ont tort et que notre vision à nous est meilleure, c'est plus dur. Ouais. Voilà. Donc on doit éviter absolument le prématuré effect. Dans la logique, il vaudrait mieux parler et à la toute fin, une fois qu'on a expliqué, montrer Montrer. la Ouais. slide à la fin. Et ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème, c'est que pendant qu'on parle, les gens vont se représenter mentalement ce qu'on est en train de dire. Ouais. Donc ils vont construire une représentation mentale. Et si à la toute fin, on balance un visuel qui n'est pas le même que ce qu'ils viennent de se construire en tête, Mmh. ils vont avoir l'impression d'avoir rien compris. Ouais. Et or, ça va arriver puisque personne ne se construit un même ensemble d'informations de la même manière. Ouais. Donc la manière dont nous on se représente la chose ne sera pas la manière dont ceux qui nous ont écoutés le sont représentés. Il suffit de regarder un livre adapté au cinéma. Quand vous lisez le livre, souvent vous êtes Oui, tu as la déçu. représentation des personnages dans ta tête et puis, bah, du coup, les acteurs, ils sont jamais comme tu veux. Eh ben non, parce que le réalisateur, lui, il l'imaginait autrement. Voilà. Ouais. Donc c'est exactement pareil, c'est ce qui se passe. Et donc il y a une déception, il peut y avoir une désillusion et un décrochage. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas le présenter au départ sans l'expliquer, ni il vaudrait mieux le mettre à la fin, mais c'est pas parfait. En fait, le mieux, c'est que ça se construise progressivement. Voilà. Au moment où je parle, ça suit et ça, étape par étape, par étape, par étape, ça se construit. C'est pour ça que je parlais d'un flux. Et c'est pour ça que nous, on ne raisonne pas en slide. Ça n'a OK. aucun sens de raisonner en slide. En fait, raisonner en slide, c'est raisonner en page. Et ça, c'est Ouais. bien pour un document de lecture. Mmh. Les slides, c'est des pages. D'ailleurs, parfois, on met même le numéro de slide, c'est-à-dire en gros le numéro de page. Ça, c'est Ouais. pour une plaquette. Pour une Ouais. présentation orale, le nombre de slides n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le temps de discours. Je vais parler combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, 1 heure? Peu importe. Et il y Mmh. a un temps de discours, et selon ce temps, je construis un discours. Et Ouais. après, combien j'ai besoin de slides pour représenter ce discours? Bah, ça dépend de ce que je dis. Ouais. Parfois, on Oui, peut bah, et parler puis pendant c'est ce une que heure tu disais devant une seule dans, slide. Et c'est inversement, ça.
Puis il y a plusieurs façons aussi de représenter la façon dont ça se construit, ce que tu disais, parce qu'en fait, tu peux mettre des animations, mais des fois, c'est des transitions entre différentes slides, et on voit pas au final qu'il y a eu plusieurs slides à l'écran, mais c'est juste qu'il y a Exactement. des éléments qui sont rajoutés petit à petit, quoi. Donc c'est pas un Exactement, nombre de tu as slides. exactement, tu as une Mmh. situation finale, on va dire ça comme ça, Ouais. qui s'est construit slide par slide pour arriver à un résultat à la fin et donc chaque slide a été une brique supplémentaire, Mmh. qui vient construire ce schéma et donc oui, tu as 15 slides alors qu'en fait, c'est un seul schéma. Ouais. Donc OK. en fait, les slides, c'est de la technique. Ça n'a Ouais. aucune importance qu'il y en ait une, qu'il y en ait 15, qu'il y en ait 100, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un discours qui dure un certain temps et qui soit parfaitement suivi avec son fond. Très cool. Écoute, on pourrait, enfin ouais, je pourrais te relancer 1000 ans, mais et en parler pendant des heures, mais c'était déjà super intéressant. Merci beaucoup, Henri. Je Si t'en on prie. devait retenir un conseil à mettre en avant pour les gens qui veulent essayer de gagner justement en efficacité dans leurs slides, enfin dans leur présentation du coup, pardon, qu'est-ce que tu voudrais retenir? Heu, bah, 2 choses, c'est n'oubliez pas qu'une présentation, c'est un moment stratégique. Ok. C'est et ça ne suffit pas d'avoir des bonnes idées pour gagner. Mhm. Voilà. Donc il faut investir du temps sur les préses pour réussir à concrétiser tout le travail qui a été fait avant. Voilà. Mhm. Ça, c'est un sujet et ce temps, bah, passe par une vraie analyse de: «J'ai un besoin, j'ai une solution, elle est concordante, comment je vais montrer ce besoin pour ensuite montrer cette solution?» Voilà. Si je devais résumer, voilà, faites ça. Après, il y a d'autres sujets aussi, c'est attention à toutes les erreurs qu'on peut avoir. Donc, les erreurs qui sont de parler de Mhm. soi, l'erreur qui est de pas passer de temps sur sa presse parce qu'on pense que ça va convaincre tout seul, on l'a déjà dit. Il y a Mhm. l'erreur de la faire à la dernière seconde en la confiant, à un stagiaire ou à une IA, aujourd'hui Mhm. ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. Aujourd'hui, il y a l'émergence, fort de De l'IA. l'IA, ouais, ouais. Voilà, nous, on s'en sert, beaucoup, hein, chez Pressman. Et on a souvent la question, savoir est-ce que l'IA va changer la donne en presse? Mhm. Et en fait, la réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire qu'elle elle est et avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous allez le comprendre très bien. Ouais. Oui, oui, ça va changer pour tout ce qui est de la presse de documents justement, de documents de lecture. Ouais. Quand, vous êtes un commercial et que vous envoyez une sorte de propale, au prospect après la visio, bah ça, la propale, elle peut être générée automatiquement par une IA. Parce Mhm. qu'en fait, c'est assez déterministe, que si on a réussi à concevoir un template, qui est compris et enregistré par l'IA, alors elle va être capable de régénérer des slides. Aujourd'hui, ça Ouais. marche pas parfaitement, mais ça va arriver. Ça va arriver, avec Claude Design et cetera. On va finir par y arriver. Donc ça va changer pour tout ce qui est génération de rapports, génération d'éléments comme ça, Ouais, des docs écrits. docs écrits et presse du quotidien qui sont en fait pas des presses, qui sont en fait des documents informatifs, qu'on génère. Ouais, et Ouais. pour ça, ça va tout changer. Donc l'usage, on va dire, habituel du template en entreprise va être bousculé très fortement par l'IA. Mhm. À l'époque, on utilisait un template pour remplir et modifier un peu ces slides. Demain, c'est une IA qui le fera pour nous et mieux. Ouais. Donc ça va changer beaucoup de choses. En revanche, pour la vraie presse de persuasion, donc quand vous allez voir, votre direction pour leur présenter vos KPIs et donc pour les convaincre de quelque chose et non pas pour, diffuser de l'information. Quand vous Mhm. êtes en rendez-vous commercial et que vous voulez, gagner, un deal, quand vous répondez à un appel d'offres, bah là, vous allez devoir concevoir une stratégie. Cette stratégie, elle dépend plein d'arbitrages à faire. Et là, l'IA, elle est complètement à la masse. Nous, on a essayé d'entraîner, vous voyez, une IA avec notre méthodologie de persuasion. Et en fait, elle n'y arrive pas parce que pour des raisons structurelles, Ouais. c'est que à chaque strate, il faut faire le choix entre 1 million de possibilités. Or, pour une IA, ce million de possibilités, elles sont toutes bonnes. Ça peut être une Ouais. parmi ces 1 million. Et il n'y a que la sensibilité humaine qui va pouvoir dire, mais non, là, il y a un arbitrage, il vaut mieux aller vers ci que vers ça. Ouais. Or, vu que c'est une succession de strates comme ça, une stratégie, c'est le cumul de toutes ces décisions. Ben, Mhm. l'IA, en fait, elle ne nous fait pas gagner de temps là-dessus. Elle OK. nous fait gagner de temps dans l'analyse documentaire, dans la synthétisation de documents, etc. Donc le travail préparatoire, mais pas la stratégie en elle-même. Et ça, vous aussi, si vous faites votre stratégie, vous allez continuer à devoir le faire vous-même. Mhm. Vous n'avez pas le choix. Et puis après, quand vous construisez une manière de représenter visuellement ce discours, c'est-à-dire une maquette, bah pareil, l'IA, elle ne sait pas le faire. Parce qu'il il y a une idée un peu de métaphore, et là, l'IA, elle est perdue, parce qu'elle ne sait pas quelle métaphore a le bon sens, a le bon, voilà, la bonne fibre qui va fonctionner. Mhm. Et donc pour faire, enfin, c'est infaisable, vraiment, avec une IA. Donc, si vous voulez vraiment faire une vraie presse de persuasion,
L'IA, elle va vous servir à analyser, à structurer de la data, à aller choper des données qui vous manquent, par exemple. Si vous cherchez des preuves sur un sujet, ben, voilà, elle peut faire la recherche pour vous, etc. Donc ça, c'est quand même une vraie grosse valeur. Ouais. Elle peut vous aider aussi sur certains mots de wording quand vous avez du mal à exprimer une idée et que vous voulez résumer, par exemple, une phrase, c'est trop long, il faudrait le mettre en 2-3 mots. L'IA, elle peut vous trouver la bonne formule. Il faudra itérer pour arriver à un bon truc, mais vous pouvez y arriver. Donc ça va vous faire gagner un peu de temps et un peu de performance aussi. Par contre, vous allez devoir quand même faire votre stratégie vous-même. Enfin, vous n'allez pas être remplacé par l'IA, et vous allez quand même devoir penser votre presse. Et ensuite, une fois qu'elle sera faite, il faudra la designer selon ce qui a été pensé. Et là, l'IA, aujourd'hui, elle est incapable de le faire. Elle sait c'est pas suivre du des règles sur-mesure, quoi. déterministes. Non, elle sait faire des règles déterministes, elle sait pas faire ça du tout. Et là, on crée des aberrations, on en est très, très, très loin. Donc, voilà. Donc, est-ce que l'IA va changer? Oui, pour les presses du quotidien, on va dire, tout ce qui est rapport, ça change énormément. Tout ce qui est de l'ordre du template, ça change intégralement. Pour ce qui est de l'ordre de la vraie presse de persuasion orale, ça change beaucoup moins. Ça va plutôt changer sur l'analyse et le temps de récupération d'informations, mais pas sur la presse en elle-même, où ça change pas grand-chose. Ok, voilà. Très cool. Bah écoute, on va voir où ça nous mène quand même, toutes ces évolutions. Mais voilà, non, mais il y a des choses qui vont évoluer, puis il y a des choses qui sont structurelles. C'est-à-dire que typiquement, je disais aujourd'hui, on va pouvoir faire du design pour les templates. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, ceux qui ont oui, essayé, il y a encore beaucoup de choses à faire Non, mais ça marche pas. On n'arrive pas à appliquer, mais ça va arriver. Ça va arriver, et donc ça va changer dans les, je sais pas, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais ça va arriver progressivement. Très cool. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci Henri pour ton retour d'expérience, c'était super intéressant. Et puis bah maintenant, il me reste à souhaiter une bonne journée. Merci, à bientôt. Salut.